la préhistoire, comme on connaît rien, c'est un peu un miroir sur lequel on peut projeter ce qu'on veut. Et parfois, tout d'un coup, il y a des nouvelles données et on se rend compte que voilà, on y avait projeté des sortes d'Européens, tu vois. On s'y était projeté nous. Et en fait, ils étaient très différents. Je m'appelle Damien Flas, je suis préhistorien. Je travaille actuellement à l'Université de Liège, en Belgique. J'ai développé des recherches depuis ma thèse de doctorat qui concernent essentiellement le début du Paléolithique supérieur en Eurasie. Donc j'ai d'abord travaillé dans le nord de l'Europe et puis plutôt vers l'Asie. Et il se fait que mon parcours m'a amené aussi à rencontrer les collègues du sud-ouest de la France, à travailler, à collaborer avec eux. Et donc ça fait quelques années que je viens régulièrement donner un coup de main ici à Régissement. Il y avait cette espèce de chaîne de magasins qu'ils appelaient la Foire Fouille, un souvenir d'enfance, d'émissions de télé un peu ridicule. C'est un mot, je dirais, le plus simple pour désigner une opération archéologique, pour désigner le fait d'aller dégager du sédiment pour découvrir les traces qui se sont conservées en sous-sol. On a tous besoin d'avoir une image un peu du passé, quoi. Il y a un vrai rapport, en effet, je dirais entre la main et la tête, parce que c'est à la fois un travail qui demande une certaine expertise, une connaissance de ce qu'on est en train de faire, des méthodes de fouille, de la topographie, le carroyage, c'est quelque chose, voilà, il y a une méthodologie, un protocole qui est quelque chose de très réfléchi. Et d'un autre côté, l'application, le geste lui-même est quelque chose de très physique. Donc il y a un vrai équilibre entre quelque chose qui est pensé, presque rédigé, je dirais, à l'avance, la manière de fouiller, très réfléchi, et qui a été l'aboutissement d'une réflexion longue chez les archéologues pendant des dizaines d'années, et quelque chose de très directement physique, et aussi de formation physique. Je dirais que tenir la truelle, utiliser la truelle pour dégager rapidement et proprement une surface assez horizontale, faire des coupes droites, sentir les différences de sédiments. Tout ça passe par la main et par la maîtrise, plutôt un savoir-faire proche de l'artisanat, quelque part, une sorte d'intelligence de la main. Et après, il y a le côté physique, d'être à l'extérieur, avoir une activité physique en plein air, qui peut être parfois assez paisible à certaines phases, à d'autres moments beaucoup plus dure, et qui est très différente du travail qu'on va faire le reste de l'année, où on est essentiellement assis devant des ordinateurs, où le corps a plus une importance très grande. Lors de la fouille, le corps a une importance très grande, à la fois en résistance physique et en maîtrise, en savoir-faire, je dirais, artisanal. Ok. 181. Le truc qui me viendrait à l'esprit en premier, c'est simplement, je dirais, les stigmates de la fouille. C'est les ampoules, c'est les courbatures, c'est toutes les petites... Hein, quand on fouille, on finit toujours par se cogner les mains contre des blocs, contre ceci, contre cela. Donc au bout de quelques semaines de fouille, on a toujours les mains... pleine de petites cicatrices, la peau durcie, des ampoules, etc. Ici, dans le cas particulier de Régissement, aussi on fouille à pieds nus. Donc ce qui n'est pas souvent le cas, ou pas toujours le cas sur d'autres sites. Donc les pieds aussi, à Régissement en tout cas, prennent des stigmates. Être en plein air, sans ombre, dans cette région de France à cette saison, c'est quelque chose qui pour le corps, là, dépasse l'aspect je dirais de la peau, parce que c'est même un effet de fatigue qui est dû au soleil, et on n'est plus facilement malade, etc. Il y a un côté un peu, on est un peu diminué, parce qu'on est dans un environnement finalement qui est un brin hostile finalement d'être comme ça en plein soleil toute la journée. En effet, c'est un moment où le corps prend plus de choses. Après, l'esprit, je dirais, prend aussi des choses qui sont peut-être moins négatives que ce que je viens de décrire. C'est des moments de réflexion, d'échange avec les autres fouilleurs, avec les collègues. C'est quelque chose de très fertile, la fouille pour l'esprit. Il y a des moments assez paisibles où on peut laisser son esprit
je dirais, divaguer pendant la fouille. Il y a des moments de stimulation intellectuelle, on découvre quelque chose, on réfléchit à son interprétation, on voit comment les nouveaux éléments se placent dans le puzzle. Il y a un côté un peu puzzle, réflexion, comme ça. Et la discussion avec les personnes autour sur ce qu'on est en train de faire, sur les hypothèses qu'on a, sur les méthodes qu'on choisit de développer, qui fait que c'est des moments de réflexion assez intenses. C'est assez fertile, c'est un moment de cogitation. Finalement, on utilise beaucoup son cerveau, mais là, c'est plutôt un plaisir qu'une souffrance. Il y a bien un sens qui n'a pas trop de rôle dans la fouille archéologique, c'est l'odorat. Le toucher souvent vit par l'intermédiaire d'un outil, via une truelle souvent, mais quand même la vibration de la truelle, etc., ça passe quand même par la main et par le toucher. Dès qu'on a un objet en main, le toucher va avoir son importance, la vue forcément, parce que voilà, la couleur des sédiments, la lecture des limites entre des dépôts, la texture des objets, des détails qui vont nous permettre de dire tiens là, on n'est pas sur un petit bout de racine, on est sur un micro-fragment de charbon brûlé, etc. Ça passe par des micro-détails que l'œil capte une fois qu'il est habitué, une fois qu'il est expérimenté, je dirais. L'ouïe aussi, pendant la fouille, parce que le son de la truelle ou des outils qu'on utilise pour gratter le sol va être différent selon les types de sédiments. Donc selon que le sédiment est plus ou moins sableux, argileux, graveleux, etc., le son va être différent. Donc il y a à la fois une sorte de vibration qui passe par la main, mais il y a aussi le son du sédiment qu'on gratte qui nous donne une indication. On sent le changement de sédiment, on l'entend parfois avant de le voir. Quand on va trouver un très petit élément, le nettoyer avec la langue, mettre une esquille de silex en bouche pour vérifier si c'est retouché ou si, voilà, ou sur des petits fragments, vérifier si c'est du silex ou un simple caillou, même parfois distinguer entre un micro-fragment d'os, un micro-fragment de silex, etc. L'os, il colle sur la langue, par exemple, c'est un bon moyen de l'identifier. Donc c'est pas tellement le goût, mais c'est quand même la bouche. Les premiers jours sont un peu compliqués pour réhabituer le corps, mais une fois que c'est fait, il y a plutôt, en général, au bout d'un moment, une sensation de forme. On a l'impression d'avoir une bonne forme physique parce que justement, à force de s'y remettre, en effet, on se sent, moi je me sens toujours mieux après 2 mois de fouille, même si c'est fatigant, même s'il y a ces stigmates du travail et de l'effort physique, je me sens toujours beaucoup plus en forme à la fin d'une campagne de fouille qu'après 2 mois dans un bureau. Là, par exemple, tu peux voir, il va là, et puis après il va là, Voilà. et puis après il passe à ça. Et puis... Après, il reste toujours, tu vois, combien de personnes c'est, quel type de groupe. Et puis après, même se les imaginer physiquement, tu vois. Ouais. Non, mais leur interaction, leurs gestes. Leur habillement, etc. Ouais. Tu penses parfois quand même. Oui. Moi, je dirais qu'on apprend par l'exemple. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas vraiment à quelqu'un, tiens, ta truelle comme ceci, comme cela. On fouille à côté de lui et il peut observer et essayer petit à petit de reproduire et de se rendre compte qu'en effet, en tenant la truelle comme ceci ou en mettant son corps comme cela, c'est plus facile, ça aboutit à un résultat. Souvent, les gens qui débutent fouillent assez lentement et de manière qui n'est pas très propre, on va dire. Et ils ont un peu du mal à garder des surfaces planes ou à suivre une pente, à faire des coupes bien droites, etc. Ça prend beaucoup de temps. En fait, c'est un processus qui demande des heures et des heures et des heures, voire même plutôt des jours et des semaines. Et c'est un peu par amélioration personnelle, mais aussi en voyant les fouilleurs plus expérimentés autour, que la personne va commencer à imiter et à intégrer la bonne manière de fouiller, je veux dire la manière efficace d'utiliser les outils.
Et donc ça prend du temps, et c'est aussi pour ça que je pense que dans une équipe de fouille, c'est important que les personnes expérimentées et les débutants soient les uns à côté des autres, soient dans les mêmes surfaces de fouille, parce que tu peux pas apprendre théoriquement à fouiller, à tenir une truelle, ça passe pas par une description, c'est vraiment en le faisant et en le faisant à côté de gens qui le font bien que tu t'améliores. Il n'a pas envie de passer le balai, lui. Un peu, tu vois, toute cette poussière qui s'est accumulée sur les bords de la tranchée. On la nettoie avant Luc de... aussi. Oui, Mais ces petites punaises. ouais, ça c'est France Robon, il fait des petites caches de punaises. Je crois que ça tient du rituel un peu magique, il pense que... Il dispose un petit peu des Voilà, petits il pose des tas de punaises à gauche à droite et ça fait apparaître des artefacts ensuite. C'est assez récurrent quand même, je dirais la gamme de gestes, elle n'est pas délirante, ça dépend après un peu du type de terrain, ça dépend d'une série de contraintes, le type de sédiment. On est sur des tranchées qui sont très peu profondes, etc. On n'est pas dans une grotte où il y a des tas de blocs, on est sur des sédiments assez fins, mais qui est très dur, qu'il faut mouiller, etc. Dans d'autres sites, c'est des conditions très différentes, on fouille des espèces d'éboulis de blocs, colmaté par des sédiments, avec plein de fragments d'os fragiles dedans. Donc il y a une espèce d'alternance, d'une forme de violence, si on veut, enfin d'un geste assez dur pour pouvoir dégager, détourer des blocs, etc. Et en même temps, de ne pas abîmer les objets qui sont fragiles, dont on veut garder la position précise ou la présence dans une coupe, etc. Donc il y a un rythme qui doit être adapté. La position de la main, voilà, c'est beaucoup de, je dirais, de souplesse dans le poignet. Ça serait difficile de décrire en fait tous les gestes selon que tu dégages une stratigraphie, une coupe verticale, ou que tu essayes de faire une surface horizontale. C'est aussi des gestes qui sont liés plutôt à une position du corps. Un des problèmes souvent chez les fouilleurs débutants, c'est qu'ils vont garder la même position. Il y a une espèce de statisme, ils vont se mettre accroupis ou assis sur le côté du carré, et du coup tu gardes le même angle de vue, la même perspective. Tu vas finir par pas très bien fouiller parce que tu es bloqué dans la même position, alors que ça implique souvent au contraire de bouger, de tourner autour de la zone qu'on fouille. C'est pas seulement une multitude de gestes de la main, c'est une multitude de positionnements du corps en général autour de la zone qu'on fouille. Aujourd'hui, il y a des objets qui rentrent plutôt dans l'enregistrement. C'est l'enregistrement de la fouille plus que l'acte de fouiller. Le développement technique sophistiqué, complexe, il concerne l'enregistrement plus que la fouille. La fouille, finalement, on fouille avec les mêmes outils et de la même manière que les premiers archéologues, par exemple. Pratiquement. On dégage le sédiment, on le balaye, on le met dans des seaux. C'est des objets très simples et qui ne changent pas depuis longtemps. C'est l'enregistrement qui, lui, s'est amélioré et est passé dans un monde numérique comme le reste de la société et qui, aujourd'hui, permet une rapidité et une précision qui est plus grande que quand on le faisait avec des mètres dépliants, des fiches en papier, etc. C'est une utilisation de la technologie disponible dans nos sociétés au profit d'un enregistrement des résultats de nos découvertes qui est du coup aujourd'hui devenu difficilement contournable parce que ça permet une rapidité, une précision qui est plus grande qu'auparavant. Ils sont plus difficiles à maîtriser peut-être, un théodolite laser, en effet, voilà, s'il n'y a pas d'autres personnes qui te forment pour apprendre à l'utiliser, etc. Et même quand nous, on n'est pas des vrais topographes ou géomètres. Donc on apprend à utiliser ces machines pour faire ce qu'on doit faire ici. Si on nous demandait de l'utiliser pour faire d'autres choses, on est incapable, on n'en comprend pas intimement le fonctionnement. Donc c'est une utilisation un peu ciblée et très, très partielle. On est un peu des amateurs qui utilisons des technologies assez complexes pour un cas d'application précis que là on maîtrise. On n'enregistre en quelque sorte jamais assez une fouille et il faut multiplier les formes d'enregistrement. Donc il y a l'enregistrement spatial, genre avec le
tachéomètre, le théodolite laser, etc. Il y a l'enregistrement photographique, il y a un enregistrement plutôt rédigé de texte, finalement, tout ce qu'on écrit sur les feuilles de fouille, ou dans des carnets de fouilles, etc. Et avoir l'enregistrement de nos hypothèses ou de nos discussions au fur et à mesure de l'avancement de la fouille sous une forme filmée ou enregistrée en tout cas, c'est ajouter une gamme d'enregistrements qui je pense peut être très riche et même en termes de conservation et de préservation de cet enregistrement parce qu'on enregistre beaucoup mais qu'en sera-t-il de ces éléments enregistrés dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans? Il y a un peu peut-être parfois une sorte de disproportion dans l'enregistrement qu'on développe et dans l'absence ensuite de considération pour le problème de la conservation à long terme de ce qu'on enregistre. Que deviennent les données numériques, que deviennent les feuilles de papier sur lesquelles ou les carnets de fouilles rédigés à la main, donc dans une écriture qui ne sera plus forcément lisible par quelqu'un d'autre 50 ans plus tard, etc. Multiplier les enregistrements et les formats papier, fichiers numériques, etc., ne peut qu'être favorable à l'espoir qu'une partie de ces données se préserve sur un plus long terme. Shooting. Ici, tu as vraiment une image, enfin pas une image, tu as des traces tellement lisibles des activités que tu as l'impression que tu peux les imaginer assez facilement. La plupart du temps, on est face à des objets qui flottent dans des couches de sédiments, accumulés d'une manière beaucoup plus complexe. Je ne connais pas d'autres chantiers de fouilles où il y ait systématiquement comme ça une sorte d'enregistrement par des entretiens enregistrés ou filmés. Mais je pense qu'en effet, c'est peut-être plus efficace, plus pérenne que le traditionnel carnet de fouilles. Plutôt que d'être filmé, ce serait François qui, tous les matins, tous les soirs, rédigerait un peu ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé, ce qui s'est fait dans la journée, etc. Bon, une partie de cette information-là, elle est sur les fiches de fouille par carré, plutôt que dans un seul carnet rédigé par le chef de la fouille. L'interview filmée est une autre manière de faire ça, qui est peut-être plus pérenne et plus efficace. Voilà. On a des appareils photos sur la fouille, on fait énormément de photos, des carrés de fouille, des objets qu'on vient de découvrir, des structures, etc. Et souvent ces appareils photos aussi servent en parallèle à documenter l'ambiance de la fouille, à prendre des photos des gens, des collègues, des photos qui ne sont pas à visée scientifique du tout, pour garder des souvenirs, pour le plaisir. Dans ma pratique d'archéologue, quand je classe mes photos à la fin du chantier de fouille, ou en tout cas régulièrement, il y a toujours un dossier que j'appelle ambiance ou folklore, dans lequel je mets toutes ces photos qui sont plutôt des photos de l'équipe de fouille, des gens en train de travailler, voilà. C'est bien d'avoir cet enregistrement-là, et si on peut l'avoir de manière filmée, voir comment se passait concrètement la fouille, comment étaient disposés les fouilleurs, etc. C'est aussi quelque chose qui en général ne s'enregistre pas, mais qui peut être un peu intéressant scientifiquement, mais peut être surtout intéressant humainement, plutôt pour documenter ce que c'est un chantier de fouille, ce que c'est un groupe de gens qui passent plusieurs semaines ensemble dans cet objectif-là. C'est plus intéressant peut-être anthropologiquement qu'archéologiquement. Il y a beaucoup de sites fouillés anciennement où justement l'enregistrement a été extrêmement faible. Si on pouvait savoir dans quel contexte ils ont été découverts, ça serait extrêmement intéressant. C'est quelque chose qui est très frustrant souvent pour nous. On se retrouve avec 2-3 photos d'archives, on voit un moustachu avec une pioche dans un coin, etc. Mais oui, ça serait une sorte de rêve comme ça d'avoir un enregistrement filmé des fouilles anciennes. Oui. J'ai trouvé qu'en général, les documentaires sur l'archéologie sont plutôt souvent des documentaires sur une thématique historique ou préhistorique, sur une question scientifique, par exemple la diffusion d'Homo sapiens, etc., plutôt que des vrais documentaires sur l'archéologie. J'ai pas vu beaucoup de documentaires où on filme la fouille d'une manière qui me semblait réaliste et qui dépassait l'espèce de simple image d'illustration.
Souvent, c'est un documentaire et on met quelques images de fouilles, etc. Mais c'est pas des documentaires d'archéologie, c'est plutôt des documentaires de préhistoire ou d'histoire de l'Égypte pharaonique, où on peut imaginer tous les sujets qu'on veut. Et il y a des images de fouilles pour illustrer, parce que c'est sympa. Pour l'avoir vécu moi-même, parfois sur des chantiers, c'est aussi des choses qui sont un peu... pas scénarisé, mais un peu posé, quoi. Ah, bah, tiens, mettez-vous là, on va mettre la caméra là, faites un peu semblant de fouiller, et ça fait quelques images d'illustration qui ressemblent à une fouille, mais c'est pas un documentaire sur l'archéologie. J'ai vu quelques vrais documentaires sur des fouilles archéologiques, c'est assez rare, je me souviens d'un film notamment russe, qui était sur des fouilles d'une équipe russe sur une île au nord de la Sibérie, dans un contexte très particulier. Un des éléments qui manque souvent, je pense, c'est le côté l'enregistrement du son. L'enregistrement, quand il y a des images de fouilles, c'est plutôt une sorte d'illustration, mais c'est pas du tout l'ambiance sonore, et il manque de quelque chose de concret. Je pense qu'à avoir un documentaire archéologique sur un chantier de fouilles nécessite de le filmer pendant longtemps, de le filmer de manière réaliste, c'est-à-dire de laisser les gens faire ce qu'ils veulent et de filmer, et passe aussi par un côté field recording, par un enregistrement sonore de bonne qualité qui rende véritablement l'ambiance de ce qu'est une fouille archéologique. Et donc ça va vers des documentaires qui sont un peu plus, je dirais, contemplatifs, parce que si on a une espèce de voix off qui donne un récit de vulgarisation scientifique par-dessus des images de fouilles. En fait, voilà, c'est des images de fouilles un peu pour illustrer, mais c'est une voix off qui lit un texte, et c'est plus du tout un documentaire, c'est plus du tout un document sur l'archéologie. Donc je pense que ça passe par une espèce de documentaire beaucoup plus contemplatif, où on laisse le temps à avoir l'image et le son de la fouille ensemble pour vraiment documenter ce qu'est une fouille archéologique. Et ça se fait parfois un peu, j'en ai pas vu beaucoup, je dois dire. Enfin, là, tu vois les foyers, enfin, tu peux vraiment imaginer Ok. les zones de travail, les broyings qui sont là. Enfin, tu peux vraiment imaginer les gens installés ici en train de réduire de l'oxyde de fer en poudre, de faire un feu, de travailler quelques pots, etc., de découper de la viande. Le processus archéologique est peut-être quelque chose qui, en effet, intéresse un peu moins le public que certaines questions. Les gens se disent, tiens, qui a peint ces grottes ornées, mais le processus pour arriver à la réponse les intéresse peut-être parfois moins que la réponse. Et ça, ma foi, pourquoi pas, chacun ses centres d'intérêt. Mais il y a aussi, je pense, une partie du public qui est véritablement intéressée par l'archéologie elle-même, et on le voit quand on rencontre le public, quand des gens viennent visiter des chantiers de fouilles. Finalement, c'est souvent plus nos techniques de fouille, ou la manière dont on fouille, qui va les interpeller ou les fasciner, plus que ce qu'on découvre, à la limite. Se dire les gens ne sont pas intéressés par ça, je pense que c'est un peu faux. Je peux comprendre que ça soit le cas pour des tas de gens. Les gens qui s'intéressent à l'Égypte pharaonique, ils ont envie de comprendre l'histoire des pharaons et pas comment on a défini le carroyage pour fouiller tel ou tel site. Mais quand on rencontre le public sur les chantiers de fouilles, enfin, on se rend compte que la méthodologie de l'archéologie, la manière dont se déroule une fouille, l'organisation d'une fouille, les techniques de fouille sont aussi intéressantes et fascinantes pour le grand public. Il y a une erreur de croire que le public n'y est pas intéressé. Les producteurs ont une crainte de faire que c'est plus compliqué à faire. Donc ils évitent la complexité. Et peut-être aussi que la réalité des techniques de fouille du chantier de fouille ne correspond pas toujours à l'image d'Épinal du chantier de fouille, et qu'ils préfèrent garder l'image d'Épinal et mettre une espèce de fond d'illustration d'un chantier de fouille un peu posé, plutôt que d'avoir cet enregistrement de la réalité d'un chantier archéologique aujourd'hui. C'est un peu une erreur de perception et une recherche de facilité. L'archéologie en elle-même, pour moi, c'est un champ méthodologique qui permet d'enregistrer les traces du passé de la manière la plus fiable possible. Et on veut enregistrer ces traces du passé de la manière la plus fiable parce qu'on veut produire des récits sur notre histoire qui soient les plus réalistes possibles. On est dans une société, depuis quelques siècles maintenant, qui a abandonné le récit mythologique.
On n'explique plus nos origines, notre histoire, par un texte figé, irréaliste en fait, surnaturel. Dieu a créé le monde, il s'est passé ceci, voilà. Les récits, dans nos sociétés, les récits mythologiques ont été abandonnés. Il y a toujours des religieux, il y a toujours des clergés, il y a toujours des textes sacrés, mais même chez les gens qui ont la foi, qui croient réellement que la Bible peut être lue comme un livre d'histoire, on voit qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup. On est dans une société où on a basculé dans un récit qui n'est pas forcément la vérité, parce qu'il est difficile d'être certain de ce qui s'est réellement passé il y a 40 000 ans, ou il y a 10 000 ans, ou il y a 5 000 ans, ou même 500 ans, mais en tout cas, dont les éléments de base, dont les données qui vont permettre de constituer le récit, soient les plus réalistes possibles, soient les plus proches de la réalité. Et pour ça, il faut avoir un enregistrement des données qui permettent d'avoir des données fiables. Donc voilà, c'est une recherche de réalisme qui nécessite d'avoir des méthodes pour tendre vers un réalisme dans le récit historique. Nous, on va mettre la bâche sur celle-là. Hein, on recouvre comme si c'était... En science aussi, on finit par croire quelque chose. Enfin, on croit qu'on connaît quelque chose, on croit que cette méthode est bonne. On ne peut pas toujours expliquer pourquoi on se dit que là, c'est une bonne piste ou pas. Donc, j'écarterai pas la croyance de la science. Je ferai plutôt une distinction entre un réalisme qui n'est jamais abouti et qui du coup nécessite tout le temps une remise en cause, une révision, un développement de nouvelles méthodes, des discussions, vérifier, proposer une hypothèse, d'autres collègues ne sont pas d'accord, ça oblige à vérifier quelles sont les données de base, etc. Une dynamique pour tendre vers la vérité, vers la réalité, opposée à une foi qui est quelque chose de figé, et où, pour une fois pour toutes, on a écrit un texte et on est bloqué là-dessus. La science est réfutable, elle est améliorable, elle est discutable. Un texte sacré, un récit mythologique est invérifiable, improuvable, pas discutable. Voilà, voilà. Je verrais plutôt une distinction de ce genre. Moi, j'avais arrêté de croire en Dieu, je pense, avant de faire de l'archéologie, même si j'avais déjà un intérêt pour l'histoire et pour l'archéologie très jeune, très enfant. On peut, je pense, tout à fait faire de l'archéologie et croire en Dieu. Il peut y avoir des formes de croyance en une entité surnaturelle qui serait à l'origine, ou une forme d'esprit qui serait à l'origine des choses, ou à l'origine de notre propre esprit, tout en étant parfaitement réaliste sur l'histoire d'Homo sapiens, l'évolution humaine et l'histoire des périodes historiques, etc. Donc je ne pense pas que les deux sont exclusifs. Je pense qu'il y a des athées qui ont une vision de l'histoire complètement irréaliste et je ne pense pas que l'athéisme permette forcément d'avoir une perception réaliste de l'histoire. Être convaincu de l'importance de l'apport de l'archéologie, de la science dans les domaines historiques exclut le fait qu'on croit en Dieu. Mais c'est sûr que pour les récits mythologiques, là par contre, il est difficile à la fois de croire en la Bible et en la chronologie de la Bible et d'accepter les résultats des sciences historiques.